Bonjour tout le monde et bienvenue cette semaine sur la capsule Above the Rim. Alors, cette semaine, on est avec Élise Jobin. On a la chance d'avoir une entrevue avec Élise, qui travaille avec Team Canada, qui est une thérapeute. Donc, déjà, premièrement, je voulais vous remercier d'avoir suivi et partagé la capsule avec Sébastien Morin la semaine dernière. Je suis très content que vous ayez apprécié. Et on va commencer donc avec Élise. Nous, on s'est rencontrés grâce au symposium, la première édition du symposium, où j'ai demandé à Élise de venir faire une présentation. Puis depuis, on est régulièrement en contact. Donc, Élise a accepté l'entrevue aujourd'hui. Alors, Élise, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Ça va très, très bien. La COVID-19 se gère bien pour toi? Ah, ça se passe bien, aussi bien que ça peut se passer, je pense, comme pour tout le monde, mais on fait de notre possible pour, c'est ça, continuer nos activités, prendre le temps de faire les choses qu'on a moins le temps de faire. Puis, évidemment, je travaille aussi là, sur mon entreprise. Alors, Exactement. On fait avec et on avance. Alors, Élise, je vais te demander au tout début de te présenter ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu es là aujourd'hui. OK, ben moi, c'est sûr que ça a commencé comme avec une carrière d'athlète de basket. J'ai quand même eu une belle carrière. Je suis super chanceuse, je pense, d'avoir eu des belles opportunités. J'ai joué avec l'équipe canadienne junior, j'ai joué avec l'équipe canadienne développement aussi. Puis ma carrière universitaire, j'ai évolué avec le Rouge et Or de l'Université Laval ici à Québec. Fait que ça, c'est pas mal ma carrière de basket. Puis, c'est sûr qu'en étant, j'ai pas été beaucoup blessée, j'ai été chanceuse quand même à travers mes années, mais en étant impliquée beaucoup dans le sport, il y a eu des physios qui m'ont suivi pendant ce temps-là. C'est ça qui m'a fait vouloir rentrer en physiothérapie à l'université. Fait que j'ai fait mon bac, ma maîtrise en physio à l'université pendant que je jouais. Puis là, ça fait 6 ans maintenant que je travaille, le temps passe vite, comme physio. Ça fait 5 ans que je suis avec l'équipe canadienne junior aussi. C'est moi la physiothérapeute en chef avec eux. C'est une expérience de travail qui est assez incroyable. Puis ça permet de travailler avec des athlètes de haut niveau qui sont vraiment, vraiment sharp. Là. Je sais pas c'est quoi le mot que je veux trouver, mais c'est ça qui me vient en tête. Mais ça permet aussi de travailler dans différents environnements, de voyager, de voir la culture de basket, pas seulement au Canada ici, mais ailleurs, dans d'autres pays et tout ça. Fait Ça que ça, enrichit énormément. c'est quoi? Ça enrichit énormément ta culture Absolument. basket. Puis c'est fou de voir à quel point les mentalités sont différentes, les styles de jeu sont différents. Puis de mon côté aussi, tout ce qui est échauffement, prévention, les techniques que les gens utilisent. Puis fait honnêtement, j'adore ça. Ouais, Euh, en fait, tu les vois faire, puis tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis tu adaptes petit à petit, ça te permet d'évoluer Exactement. également. Ça me permet d'avoir des nouvelles idées aussi, mais aussi voir des lacunes. Tu sais, c'est des deux côtés aussi. Je pense que ça peut m'aider à bonifier ma pratique, mais ça me permet de voir aussi qu'est-ce qui manque aussi là, à Ouais. l'international. Donc voilà. Puis c'est sûr que ça fait 6 ans aussi que je travaille en clinique privée ici à Québec. Depuis le début là, dans la même clinique privée. Puis j'ai pas seulement des athlètes. Ici à Québec, on n'a pas assez un grand bassin là, pour traiter que des athlètes. Fait que j'ai des gens, beaucoup de gens actifs en général. C'est ça ma clientèle. Ouais. Puis pour terminer, ben c'est ça, j'ai décidé de lancer là, en fait de travailler sur un gros projet. Ça fait depuis 2016 que je travaille dessus. On en parlera plus tantôt. Mais mon entreprise que j'ai lancée en fin 2018, disons, puis s'appelle ProAthlète, une application mobile. On rentrera plus en détail tantôt. Oui, on va préparer. En fait, on a quelque chose de préparé là-dessus. Et justement, là, tu as parlé, tu as évoqué les techniques de préparation, tout ça. Ça m'amène à la première question, parce que c'est quand même lié. C'est une question que j'avais posée aussi à Sébastien la semaine dernière, à Sébastien Morin. Toi, en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir ton œil de thérapeute là-dessus. C'est lié aux blessures. En fait, ce qu'on disait, c'est qu'on s'aperçoit que dans les grandes ligues, comme la NBA, comme peut-être l'Euroleague, vraiment les grosses ligues, il y a de plus en plus de blessures. On avait pris l'exemple des Raptors d'ailleurs, on avait parlé de l'exemple des Raptors qui, après le break du All-Star Weekend,
était déjà à 208 matchs ratés pour blessure sur le total de l'effectif. Moi, ce que je voulais te demander par rapport à ça, c'est est-ce que c'est le reflet de ce qu'on voit aussi chez les jeunes? Est-ce qu'on peut observer la même chose chez les jeunes joueurs? Est-ce qu'ils se blessent enfin, dans le même range, je disais? Est-ce que les blessures ont aussi augmenté? Ben, la réponse, c'est oui, absolument. C'est sûr qu'il y a des études qui le démontrent et des recherches vraiment scientifiques qui démontrent qu'il y a eu une grosse croissance de blessures dans les 15-20 dernières années, ça c'est certain. Puis les statistiques aussi, moi j'avais été fouiller beaucoup au niveau des Statistiques Canada, des statistiques au Québec aussi. Puis effectivement, ils ont détecté plus de blessures dans les dernières années. Puis plus de chirurgie, si on parle par exemple du croisé antérieur, il y a beaucoup plus de chirurgie de reconstruction du croisé antérieur aujourd'hui chez les jeunes versus avant. Fait que ça aussi, ça change. Il y a plusieurs facteurs, je pense, qui peuvent être liés à ça. Je pense que ça s'explique quand même bien, la croissance des blessures, mais ça implique qu'il faut faire des changements par rapport à ça pour stopper cette croissance-là, parce qu'éventuellement, ça va amener à des épidémies d'arthrose, ça va apporter des douleurs chroniques à long terme. Fait que, c'est des grosses séquelles, je pense, à long terme que oui, il faut observer, faut connaître qu'il y a une croissance des blessures, mais après ça, il faut l'arrêter. C'est ça le gros défi, je pense. Mais selon les recherches, c'est sûr que une augmentation du volume d'entraînement énorme depuis, si on parle de comme des 15-20 dernières années, les jeunes s'entraînent plus aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Puis je pense que si on parle du Québec, par exemple, les programmes de sport-études, ça implique qu'il y ait 15 heures de basket intégrées dans la période d'école. Puis ça exclut aussi les pratiques à l'extérieur, les pratiques parascolaires, disons, les matchs, les tournois. Ça exclut ça. Fait que, il y a beaucoup de jeunes que dans une semaine, ils vont faire 20 heures et plus de basket par semaine. Fait que ça, c'est du gros volume d'entraînement. Ouais, c'est lourd comme volume et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de blessures apparaître. Exactement. Puis, ça vient avec, oui, les mouvements répétitifs, mais c'est aussi la fatigue qui embarque. Puis on sait tout par justement des recherches puis par expérience que quand les jeunes sont plus fatigués, ils ont plus tendance à se blesser. Puis je voyais ça en fin de saison avant que tout arrête à cause du COVID, mais les jeunes commençaient à tomber comme des mouches. C'était vraiment la réalité. Fait que plus la saison avance aussi, des fois plus les entraîneurs vont pousser pour faire plus de pratiques ou plus de volume ou plus disons, l'intensité des pratiques va être plus là. Fait que des fois, ben, c'est ça, les jeunes, oui, sont jeunes, oui, sont forts, sont capables, mais ça reste qu'ils sont fatigués puis que les blessures augmentent en fin de saison, c'est sûr. Là, tu me fais penser à quelque chose. Je sais pas si tu avais vu ça, LeBron James, quand il parlait des ligues AAU par rapport à son fils, où il disait qu'on a toujours une image. En fait, il parlait du cas de Kawhi Leonard, qui est toujours en load management. Et il disait, il faut pas vous faire d'idées, ces jeunes, ils arrivent dans la ligue, ils sont déjà cassés. Et il dit, ce qu'on leur impose dans les championnats quand ils sont plus jeunes, ils vont avoir un nombre de matchs absolument incroyable. Ils jouent sur la fatigue et il disait, mon fils arrive à faire son premier match le matin, comme à 8 heures, et il est capable d'enchaîner 3 matchs pour avoir une finale autour de midi ou 1 heure de l'après-midi. Il dit, c'est absolument fou. Il dit donc, les enfants sont fatigués, ils jouent sur la fatigue, ils se blessent, et il y a un problème, c'était très présent à l'époque, c'est que souvent, les coachs remettent ça en cause. C'est-à-dire qu'ils vont dire, non, t'es jeune, t'es fatigué, à ton âge, on n'est pas fatigué. Non, c'est ça. Ouais. Donc, je pense aussi qu'il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Justement, par rapport à ça, c'est quoi les blessures que tu observes le plus chez les jeunes basketteurs et basketteuses, pardon? Ben, c'est sûr que la blessure la plus fréquente, c'est l'entorse de cheville. Et ça, on va pas se cacher. C'est la blessure qui arrive le plus souvent. Puis ça, c'est dans toutes les études NCAA, les statistiques qui ressortent. Puis même pas juste au basket, mais dans tous les sports, justement, d'équipe, c'est ça la blessure qui ressort le plus souvent. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, je trouve que c'est une blessure qui est extrêmement négligée aussi. On la prend trop à la légère. Les gens, des fois, ils vont dire, OK, c'est beau, on tape la cheville, on continue à jouer pareil.
Mais pourquoi on fait pas ça quand on a une entorse au genou? C'est pas différent. Ben oui, c'est sûr que c'est différent comme blessure, mais ça reste que des ligaments déchirés à la cheville. Faut pas prendre ça à la légère. Faut faire une bonne réadaptation. Faut gérer justement le retour au jeu progressif. Faut s'assurer que tout est bien guéri. Mais c'est ça, la plus fréquente, mais je trouve la plus négligée de toute blessure finalement. C'est sûr qu'au niveau des autres blessures qui sont les plus fréquentes, ben, moi je pense que c'est les douleurs non traumatiques au genou. Fait que ça, on exclut tout ce qui est entorse au genou. C'est tout ce qui est tendinopathie rotulienne, fait que jumper's knee qui appelle syndrome fémoro-patellaire. Fait que ça, c'est toujours une douleur justement qui est alentour de la rotule, qui est un peu diffuse. Ça, c'est très, très fréquent chez les jeunes aussi. Puis c'est sûr qu'il y a aussi des fois le Osgood qu'on appelle, c'est une blessure de croissance qui peut arriver due au surentraînement, puis évidemment à la croissance aussi. Fait que c'est sûr que ça, c'est très, très fréquent. C'est sûr qu'on entend toujours parler du ligament croisé antérieur. Oui, C'est pas qui une... revient très souvent. Ah ouais. Oui. C'est sûr qu'on peut pas dire que c'est la blessure la plus fréquente, elle l'est pas, mais je pense que c'est celle qui fait le plus peur dans toutes les blessures. Oui. Fait que c'est sûr qu'on peut pas dire qu'une personne sur 3 va avoir une déchirure de ligament croisé. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est celle qui a beaucoup, beaucoup d'impact, je pense, au niveau de la récupération. Je pense qu'en moyenne, au Québec, en ce moment, avant que quelqu'un retourne au jeu, après une reconstruction, c'est quasiment 1 an et demi. Là, fait que c'est vraiment, vraiment beaucoup de temps perdu, une grosse réadaptation, autant avant la chirurgie qu'après la chirurgie. Puis, c'était ça. Et ça, justement, c'est super intéressant. J'écoutais un podcast avec un thérapeute français qui s'appelle Michael Berthomier et qui disait, puis on peut d'ailleurs s'en apercevoir maintenant, c'est qu'en fait, à l'époque, on nous rushait pour revenir après les blessures. Moi, j'ai eu des blessures qui étaient assez importantes et on me disait, je sentais comme pousser dans le dos. Faut que tu reviennes. Faut pas que tu restes longtemps écarté. Et on voyait ça, ligament croisé. Je sais pas si c'était la même chose ici, mais nous, on disait que quand tu te faisais le ligament croisé antérieur, on disait c'est grosso modo 6 mois après opération. Mais maintenant, on s'aperçoit, par exemple à NBA, quand on voit les Porzingis, tout ça, qu'ils attendent beaucoup plus longtemps. C'est quoi ta vision, toi, par rapport à ça? Ben, c'est sûr que à la base, quelqu'un qui se déchire un ligament croisé, aujourd'hui, il faut regarder premièrement, est-ce qu'on le perd ou est-ce qu'on le perd pas? Okay? C'est sûr que la vision populaire, disons, depuis quelques années, c'est que tout athlète qui fait un sport de changement de direction, qui a un croisé déchiré, on le perd. Je suis allée à Vancouver en octobre au congrès mondial de physio du sport. C'est super intéressant. Puis justement, ils ont apporté beaucoup d'études. Ils ont justement exposé plusieurs études, par exemple, qui démontrent que peut-être pas tout le monde devrait être opéré. Ça, c'est surtout les jeunes. Ils parlaient de jeunes de entre 14 et 17 ans, quelqu'un qui est encore en croissance finalement. Fait que ça, c'est la première question. Est-ce qu'on opère ou est-ce qu'on opère pas? C'est sûr que c'est une décision qu'il faut prendre avec, premièrement, l'orthopédiste, qui est le spécialiste là-dedans, mais c'est aussi avec le patient ou l'athlète. Fait que ça, c'est la première question. Après ça, si jamais il décide d'opérer, ben là, c'est sûr que avant, ça fait quand même quelques années, mais avant, comme tu disais, c'était le 6 mois. OK? Fait qu'il n'y a pas d'assiette avant 6 mois. Le retour juste, c'est 6 mois. Fait que moi, je me rappelle, moi, je me suis jamais déchiré le croisé, on touchait du bois, mais des athlètes avec qui j'ai joué, par exemple, ils retournaient au jeu après 6 mois. Par exemple, c'est ça, ils ont commencé à étudier ça, mais là, ils ont commencé à voir qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se déchiraient soit le même croisé ou qui se déchiraient le croisé de l'autre côté. Fait que là, ils ont commencé à dire, bon, mais est-ce qu'on attend plus longtemps? Est-ce que l'incidence de re-rupture ou de rupture de l'autre ligament, est-ce que ça va diminuer? Fait que c'est ça qu'ils ont réalisé que s'ils attendaient plus 8 à 9 mois, que justement, il y a moins de gens qui se redéchirent ou qui se reblessent par la suite. Mais là, ils sont rendus à pousser encore, justement. Fait que là, au Québec, je dirais qu'en moyenne, notre chiffre magique, c'est 9 mois. Mais personnellement, moi, ça va dépendre à quel point l'athlète est prêt. Ouais. Fait que ça soit 9, c'est qu'il soit rendu à 8 ou 9 mois, mais que psychologiquement, c'est
ouf, je suis pas sûre, j'ai peur. À chaque fois que j'embarque avec mon ballon, puis je fais des petits exercices, j'ai comme, tu sais, j'ai peur, je le sens pas bien, je le sens instable, j'ai des craintes. Ben, c'est sûr que moi, à mon avis, cet athlète-là est pas prêt pour retourner au jeu. Ouais, il y a l'aspect psychologique, hein, on dit que ça joue énormément, ça peut retarder d'ailleurs un retour de blessure. Il y a des études précisément sur le genou, je pense, Oui, d'ailleurs. il y en a plusieurs, puis tu sais, je pense que le psychologique a beaucoup, beaucoup d'effets sur le retour au jeu. Puis je pense que c'est important que si la personne n'est pas prête psychologiquement, que c'est pas nécessairement bon de retourner au jeu. Fait que, tu sais, maintenant, là, il parle plus justement de 12 mois, d'un an avant de retourner au jeu. Puis il y a même des recherches qui démontrent que l'athlète va retrouver toute sa force, toute sa proprioception, etc., mais à 2 ans après la chirurgie. Ça ne veut pas dire qu'il ne retourne pas au jeu avant, mais c'est juste pour dire que la fonctionnalité du genou, elle revient vraiment à 100% plus tard. Fait que je pense qu'il n'y a pas de chiffre magique. Je pense qu'à partir de 9 mois, personnellement, je suis quand même à l'aise de commencer à faire un retour au jeu, mais ça va dépendre de la force, ça va dépendre du psychologique, ça va dépendre du genou, comment il va. Fait que, c'est Ouais. ça, c'est d'individualiser justement le retour au jeu selon l'athlète. Et finalement, ce que tu disais, ça me fait penser à quelque chose quand tu parlais de Vancouver, qui disait qu'il fallait peut-être pas nécessairement opérer. Ça me rappelle mes formations avec le docteur Stuart McGill. Lui, c'était pour le dos Mhm. précisément. Mais lui, ce qu'il allait dire, c'est que finalement, dans beaucoup d'études, on s'aperçoit qu'on a opéré des gens et que ça n'a pas réglé finalement la chose. Donc, quand tu dis en fait, lui dit un chirurgien, c'est comme quelqu'un qui a un marteau dans la main. Puis quelqu'un qui a un marteau dans la main, il voit des clous partout, puis il veut taper dedans. Donc le chirurgien, des fois, je ne fais pas de généralité, mais lui, son travail, c'est de couper. Donc, il va essayer de travailler, entre guillemets. Mais donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, parce que tu disais, on va s'apercevoir finalement qu'il va redéchirer le même ligament croisé après chirurgie. Donc, c'est de se poser la question, en fin de compte, qu'est-ce qui fait qui déchire ce ligament croisé? C'est quoi le travail qu'on va pouvoir faire pour préparer le genou, tout ça? Puis ça, c'est pas mal intéressant aussi là-dessus. Ouais, puis Et je pense que si je reviens rapidement à tu sais, oui, si on vas-y. veut faire ou non, en fait, ce qui apportait là, au congrès à Vancouver, c'est que les gens ils pensaient que s'ils ne se faisaient pas opérer, qu'il y avait vraiment un plus grand risque, par exemple, qu'ils vont se déchirer le ménisque ou qu'ils vont se blesser davantage au genou. Il y avait ça. Puis aussi, les gens disaient, ben, si je ne me fais pas opérer, que j'ai plus de risque d'avoir de l'arthrose à long terme. Oui, Mais c'est ça qu'ils ont commencé à récolter comme données. Ils ont commencé à dire, OK, ben, on va regarder voir si c'est vrai ce que les gens disent, parce que c'était toujours un peu la crainte que si je me fais pas opérer, je vais être vraiment plus magané à long terme. Puis c'est ça qu'ils commencent à regarder, c'est qu'il n'y a vraiment pas une grosse différence entre quelqu'un qui a été opéré et quelqu'un qui n'a pas été opéré en termes de blessures par la suite, puis en termes d'arthrose. Parce que quelqu'un qui a été opéré, il y a une personne sur trois que 10 ans après la chirurgie, il va déjà avoir de l'arthrose prématurée. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est juste de prendre une décision éclairée, de penser aussi que c'est une longue réadaptation après la chirurgie. oui, Fait que des fois, il y a des jeunes que ça vaut la peine peut-être de pas nécessairement opérer pour commencer, de faire une grosse, grosse réadaptation, peut-être de 5, 6 mois, mais sans chirurgie. Puis après ça, essayer un retour au jeu après ce moment-là. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive quand les gens ne se font pas opérer, ils décident de ne pas se faire opérer, par exemple. Des fois, on fait une réadaptation qui est trop rapide. Fait que, après 1 mois et demi, 2 mois, je donne un chiffre comme ça, l'athlète commence son retour au jeu, mais c'est que son genou est juste pas prêt. Il est pas assez fort, il est pas assez agile, il n'est pas assez de proprioception. Fait que, des fois, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Fait que des fois, l'option conservatrice, fait que pas de chirurgie, faut juste faire une réadaptation plus longue. Mm. et tu as parlé justement du long terme, et ça, c'est vraiment très intéressant. Tu as dit magané à long terme. Et Ouais, ça, c'est super important que les coachs euh, s'y attardent, parce que le jeune ne voit pas ça. Le jeune, pour lui, à ce moment-là, il est une machine et il ne se projette pas dans l'avenir. Donc, c'est un peu à nous, les entraîneurs, de prendre ça en charge. Et moi, mon opinion là-dessus, c'est qu'un bon préparateur physique travaille pour préparer la carrière, pendant la carrière et le transfert après la carrière.
Mhm. Ça, c'est juste pour placer mon opinion là-dessus. Toi, comment est-ce que tu gères le retour au jeu? On parle souvent d'étapes. Chacun, bien sûr, a sa façon de faire, mais on parle d'étapes à franchir pour donner le feu vert aux joueurs et revenir au jeu. Est-ce que toi, tu as un mode de fonctionnement particulier là-dessus? Ben, je te dirais que c'est pas, j'ai pas un mode de fonctionnement spécifique. Moi, je pense qu'à la base, il faut considérer le temps de guérison d'une blessure normale. Fait que, tu sais, un ligament, par exemple, qui va être partiellement déchiré avant un tel nombre de semaines, il sera pas guéri. Fait que je pense que ça, à la base, que côté anatomie, côté physique, on est des spécialistes quand même du corps humain. Il faut savoir le temps de guérison normal après une blessure. Fait que ça, c'est le numéro un. Fait que des fois, par exemple, les gens vont donner un pronostic de 4 à 6 semaines. Ben, je pense que ça, c'est par rapport à la guérison des tissus. Après ça, il y a est-ce que l'athlète est prêt à retourner au jeu? Ça, c'est une question de mobilité, c'est une question de force, c'est une question de proprioception, puis c'est une question de progresser vers le retour au jeu. Fait que est-ce que dans ces 4 à 6 semaines-là, par exemple, l'athlète a tout mon OK dans toutes ces étapes-là pour commencer son retour au jeu, ça, c'est l'autre histoire. Fait que moi, c'est vraiment individuel à chacun. Quelqu'un peut avoir une entorse de grade 2 de la cheville, puis qui va retourner après 2 mois, Ouais, justement, à jouer au basket. Puis quelqu'un peut avoir une entorse aussi de grade 2, puis ça va lui prendre 3 mois. Je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Fait que je pense que mon protocole de réadaptation, en fait, c'est que faut que ça soit sécuritaire de retourner au jeu, donc la guérison des tissus. ouais. Mais en parlant de sécuritaire aussi, il faut que tout le reste des aspects soit fonctionnel, soit justement bon, assez bon pour retourner au jeu. Puis après ça, ben, c'est de retourner au jeu progressivement. Fait que c'est pas la première semaine de retour au jeu que l'athlète va faire ses pratiques au complet à 100%, ses matchs au complet à 100%, puis son tournoi à 100%. Souvent, moi, je vais aller avec une progression, puis je vais même parler au coach pour s'assurer que les minutes de jeu aussi au début sont peut-être un peu contrôlées. Là. Ouais, ça m'amène à une question, ça. Ouais. Moi, j'ai passé un test de personnalité il n'y a pas longtemps et on me Et, dit qu'en réhabilitation, souvent pour les gens comme moi, les type 1A, no- notre principal ennemi pour la réhabilitation, c'est nous-mêmes. Et ma question précisément, c'est est-ce que le facteur génétique existe? Tu sais, quand on dit d'un jeune, quand un jeune va parler, qui dit ah moi je reviens super vite des blessures, est-ce que c'est pas plutôt un tempérament et est-ce qu'il faut pas s'en méfier? C'est-à-dire est-ce que le jeune va se dire ah moi ça va bien, je reviens, boum, je rentre dedans, mais qu'en réalité c'est pas ça et que non, nous c'est il faut ça. peut-être lui mettre un frein. Mais je pense que, comme tu dis, toutes les personnalités sont différentes. Puis il y en a des fois qui essaient de me cacher aussi la douleur, tu sais. Ouais, La douleur, c'est sûr, c'est subjectif. Fait des fois, moi, je ne sais pas la personne si elle a réellement de la douleur. Faut essayer d'avoir une communication transparente. Mais je pense que toutes les personnalités sont différentes. Puis, tu sais, l'important, c'est que les jeunes, justement, ils écoutent les professionnels, honnêtement, qui les suivent. Parce que, tu sais, nous, on a étudié longtemps là-dedans. On sait justement qu'est-ce qui se passe avec le jeune. Puis, on sait quand est-ce que c'est sécuritaire, justement, pour qu'il retourne. Fait que peu importe la personnalité de la personne, je pense qu'il y en a que ça va les avantager d'avoir une personnalité comme la tienne, parce qu'ils vont faire leurs exercices à fond, ils vont faire vraiment ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont hâte de retourner au jeu. Fait que moi, je vois cet avantage-là par rapport à ta ouais, personnalité. Mais ça reste que, justement, faut essayer de respecter les conseils que les professionnels de la santé donnent. Parce qu'en fait, nous, on fait ça pour les athlètes, on fait ça pour les gens. On veut pas nécessairement empêcher quelqu'un de jouer son match. T'sais, moi, personnellement aussi, j'ai joué, je comprends c'est quoi être assis sur le banc parce que tu es blessé. C'est pas le fun. Mais en même temps, je mettrai pas en jeu la santé de l'athlète pour qu'il fasse un retour au jeu plus rapide. Là. ouais, ok. Maintenant, une question, on en a parlé, puis j'ai trouvé ça super intéressant, on en a parlé quand on a préparé notre entrevue, euh, la préparation du match et des pratiques. La semaine dernière, avec Sébastien, on a vu ça super globalement. Ça partait un jour avant, le psychologique. Nous, en fait, on se concentre vraiment dans ce qui se passe juste avant le match ou juste avant les pratiques. Et tu me disais, moi, je veux évoquer ça de façon différente. La préparation du match différemment
de la préparation des pratiques, des entraînements. C'est quoi que tu fais en fait? Pourquoi tu Moi, différencies les deux? ouais, en fait, si on parle juste de l'échauffement, par exemple, avant une pratique ou avant un match, moi, ce qui va être différent vraiment, puis ça, c'est vraiment en tant qu'athlète, en ayant joué, puis avec ma vision des choses maintenant, avec tout ce qui est prévention de blessures, c'est que avant un match, ça devrait tout le temps être très routinier. Fait que l'échauffement devrait être pareil avant chaque match pour que l'athlète puisse se préparer physiquement et mentalement pour son match. Parce que faut qu'il aille faire une job. Moi, je pense que c'est important que l'activation et tout ça soit la même à chaque match. Je vais toujours consulter, quand c'est moi qui vais faire la préparation d'avant-match de l'équipe, je vais toujours consulter les athlètes pour voir quels exercices qu'ils aiment, quels exercices qui les préparent le mieux pour jouer. Puis c'est sûr que moi, je vais en ajouter là-dedans que je trouve qu'ils sont pertinents aussi. Mais je veux qu'il y ait un échauffement, une activation qu'ils aiment, puis qu'ils trouvent qu'ils sont préparés physiquement pour leur match. Maintenant, pour les pratiques, important d'avoir un échauffement qui dure entre 10 et 15 minutes avant chaque pratique. Mais la différence, c'est que il faut qu'il y ait de la variété. Fait que l'échauffement est structuré quand même d'une façon assez précise. Fait qu'un 5 minutes, un 3-5 minutes, disons, d'activation en mouvement continu. Après ça, tu as tes exercices préventifs dans le milieu. Puis après ça, tu as ta portion où est-ce que tu vas augmenter ta température corporelle, musculaire, ta fréquence cardiaque. Fait que tu vas aller plus vers les accélérations, les sprints, puis la réactivité. Fait que tant que ces trois sphères-là sont respectées, l'échauffement avant les pratiques devrait varier de temps en temps, puis devrait avoir des progressions aussi. Fait que moi, ce qui me tanne un peu, ça c'est personnel, mais je pense que c'est la réalité, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont faire un échauffement, par exemple, avant leur pratique, puis ils vont répéter le même toute l'année, ou tu sais, tout pendant 3-4 mois. Ah, après ça, ils vont peut-être avoir une variété. Fait que oui, c'est bon la répétition. Il faut répéter des exercices, il faut répéter des mouvements parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Mais à un moment donné, il faut apporter de la variété, puis il faut qu'il y ait de la progression. Fait que la différence entre un match et une pratique, c'est que le match, il faut que ça soit routinier, il faut que ça soit pour préparer l'athlète mentalement et physiquement pour son match. Puis pour les pratiques, il faut qu'il y ait de la variété, il faut qu'il y ait de la progression. Ouais. Nous, et ça m'amène à une question supplémentaire. Il y avait quelque chose, moi quand je suis arrivé ici au Québec, il y a quelque chose, j'ai coaché un peu. J'ai coaché un peu, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, mais en même temps, je le comprends, c'est très humain. Puis je pense que c'est plus un petit peu par manque de connaissance du sujet. Souvent, tu vas arriver à un match, déjà les créneaux sont serrés. Le match d'avant finit à 6 heures, toi tu joues à 6h10. Mm-hmm. Donc, la préparation est difficile et donc il faut que les gens comprennent qu'elle commence dans le vestiaire. Donc, Exact. avec les activations, tout ça. Un autre point, c'est que des fois, certains arbitres, selon la catégorie, selon le niveau, vont te presser pour commencer. C'est-à-dire que si tu dois commencer à 6h30, que tu as 30 minutes de préparation, ils vont venir te voir, ils vont te dire, oh, tout le monde est là, on commence à 6h20. Et toi, tu dis non. Mais pour eux, c'est pas bien parce qu'ils veulent rentrer plus tôt. Donc, ça serait que vraiment tout le monde comprenne que la préparation est primordiale pour la santé du joueur. Exactement. Ouais, Puis, comme tu as mentionné aussi, c'est que un échauffement, puis surtout un échauffement d'avant-match, ça peut facilement se faire dans un corridor ou peu importe, mais c'est pas obligé d'être fait sur le terrain. Puis ça, c'est la réalité dans les compétitions internationales aussi. C'est très, très, très rare qu'on s'échauffe sur le terrain. Puis ça, je parle de ma partie d'échauffement, donc l'activation. C'est sûr que l'échauffement en basket, ils ont une partie qui va se faire sur le terrain. Mais ma partie de l'échauffement, très rare qu'on a accès à un terrain. Fait que c'est pas juste non plus au niveau scolaire ici, là, ça c'est partout, puis surtout même à l'international aussi. oui, exactement. Il faut répondre, tout est serré, il faut partager le gym. Alors maintenant, justement par rapport à ça, parce qu'on est dans la préparation, je sais que c'est plus vaste, mais on va rentrer un petit peu dans ton application. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est Pro Athlete pour les anglophones. Et tu as lancé donc cette application en 2018. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette application, justement, nous la présenter?
Oui, ben en fait, c'est ça, Pro Athlète, pour l'instant, c'est Pro Athlète Basketball, parce que c'est vraiment spécifique au basket. C'est une application qui comprend un programme de prévention de blessures, justement. Il y a beaucoup de gens qui savent pas nécessairement qu'est-ce qu'est un programme de prévention, fait que je vais rentrer un peu dans les détails. Mais c'est quelque chose qui devrait être implanté dans tous les programmes de sport, surtout les sports d'équipe et les sports de changement de direction. Fait que dans un programme de prévention de blessures, puis ce qu'il y a dans mon application finalement, premier point qui est super important, c'est les échauffements. Fait que dans mon application, il y a une variété d'échauffements. Je pense qu'il y en a à peu près 42 là, pour le moment. Puis, c'est divisé, entre autres, en thèmes ou en catégories. Donc, il y a débutant, intermédiaire, avancé pour que ça puisse toucher justement le plus de niveaux possible. Puis, c'est aussi divisé selon les thèmes au basket. Fait que là, c'est sûr que j'ai commencé avec une base, mais par exemple, il y a dribble, passe, écran au ballon, démarquage, etc. Fait que l'entraîneur ou l'athlète, la personne qui s'occupe de l'échauffement, peut choisir un échauffement, c'est ça, soit selon le niveau ou le thème, qui sont toutes entre 10 et 15 minutes environ. Après ça, dans le programme de prévention, il y a évidemment les programmes d'exercice préventif. Fait que prehab, comme on dit en anglais, c'est rendu un terme assez populaire. Fait que dans mon application aussi, il y a des programmes d'exercice qui ont été faits par moi, dans le fond, autant débutants, intermédiaires qu'avancés aussi. Puis ça, ces programmes-là, ça va être fait soit en fin de pratique ou à l'extérieur des moments de pratique. Puis le but, c'est de prévenir les blessures les plus fréquentes au basket. Fait que ça va aller cibler du renforcement, évidemment, la proprioception, mais ça va tout aller chercher justement des exercices pour prévenir les entorses de cheville, les blessures aux genoux, etc. C'est sûr que le basket, c'est beaucoup plus bas du dos et en bas, mais je vais aussi aller toucher évidemment un peu de haut de corps aussi là-dedans. Une des portions les plus importantes aussi des programmes de prévention, c'est l'éducation. Puis c'est là que moi, en ce moment, j'essaie de pousser justement pour justement expliquer qu'est-ce qu'il y a un programme de prévention de blessures, parce que comme je dis, il y en a plusieurs qui ne le savent pas. Mais je pense que le coach a un énorme rôle à jouer, comme tu disais aussi, pour que les athlètes soient bien éduqués sur, comment faire des mouvements fondamentaux. Parce que nous, moi comme physio, toi comme préparateur physique, on n'est pas tout le temps là avec les athlètes. Toi, tu es là en muscu avec eux des fois. Moi, je suis là beaucoup en clinique. Maintenant, je m'implique beaucoup aussi dans certains programmes. Mais on n'est pas tout le temps là pour regarder si les jeunes bougent bien. Fait que, justement, l'éducation est importante. Vas-y, tu allais dire quelque chose? Oui, et j'allais le dire, et c'est là qu'il faut en prendre conscience, c'est que quand tu travailles avec les jeunes, quand tu rentres, ne serait-ce qu'en préparation physique dans le gym, et que tu prépares ta séance, c'est toujours bon, on est obligé de faire ça là? Est-ce qu'on est obligé? On ne peut pas Ouais. passer à... Non, parce que pour eux, c'est plate. Pour nous, c'est essentiel. Et pour eux, c'est plate. Mais c'est primordial. C'est vraiment des choses très importantes à faire. Et, Exactement. et pour justement, par rapport à ton application, à qui elle s'adresse en fait? Est-ce que c'est prioritairement aux entraîneurs, aux gens dans les programmes, ou est-ce que ça peut aussi s'adresser aux joueurs? Elle s'adresse à qui exactement? Ben, en fait, ça va dépendre un peu des budgets de l'école. Ça, c'est vraiment la réalité. C'est sûr que, idéalement, les athlètes auront un compte, puis les entraîneurs auront un compte. Fait que c'est sûr que ça s'adresse à tous ceux-là. Mais l'objectif, évidemment, c'est d'aller viser les athlètes parce que c'est eux qui vont bénéficier des échauffements et des exercices. Par contre, l'entraîneur a un gros rôle à jouer pour implanter ces programmes-là, puis pour s'assurer que les choses soient faites correctement. Côté âge, clientèle cible, disons, c'est sûr que en ce moment, c'est beaucoup secondaire et cégep. Universitaire aussi, c'est super pertinent, mais il y a déjà des universités qui ont des préparateurs physiques qui sont là à temps plein, qui prennent en charge une certaine partie justement de la prévention. C'est sûr que c'est pas toujours optimal, c'est qu'il faut faire attention à peut-être les gens qui vont dire ah ben on a déjà un préparateur physique, donc on est correct pour ça. Faut absolument que le programme de prévention soit complet. Fait qu'il faut toujours qu'il y ait, comme je parlais, des échauffements à chaque pratique, variés et progressifs. Puis les programmes de prévention, ça va être différent que la musculation que les athlètes font. Fait que c'est pour ça que, comme je disais, ma partie d'éducation est vraiment importante pour s'assurer que les gens sachent exactement ce qu'est un programme de prévention de blessures.
Ouais. Et ça leur donne un outil transférable facilement au terrain, quoi. Exactement. Puis c'est ça qui est la différence justement entre tout ce qui est préparation physique en muscu, puis le programme de prévention, c'est que le programme de prévention va lier, puis va justement faire appliquer tout ce qui est fait en musculation sur le terrain de basket. Fait que c'est là aussi que je pense que c'est pertinent d'avoir les deux, d'avoir un programme de musculation, puis d'avoir justement un programme de prévention. Les deux sont très, très, très interreliés. Puis avec les deux, c'est là que justement on a plus de succès côté performance avec la préparation physique, puis avec la prévention puis la santé avec le programme de prévention de blessures. Est-ce que tu as moyen de personnaliser avec cette application ou est-ce qu'il y a une option de personnalisation ou est-ce que c'est du contenu qui va être accessible à tout le monde? Mais en fait, le contenu est pas mal accessible à tout le monde. Il y a une différence entre le compte athlète et le compte entraîneur. Puis la seule différence en ce moment, c'est que dans le compte entraîneur, il y a des canevas de planification de pratique. Fait que c'est là que l'entraîneur peut aller personnaliser justement l'utilisation de son application. Dans le canevas de planification de pratique, il peut choisir l'échauffement qu'il veut faire au début de sa pratique. Il peut rentrer ses propres exercices comme coach qu'il veut faire pendant sa pratique. Puis à la fin, il peut choisir ses exercices qu'il veut faire avec les athlètes en fin de pratique comme ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai eu la demande justement pour développer plus le côté coach, justement d'être capable de rajouter ses propres vidéos d'exercices, d'être capable de partager ses exercices avec d'autres coachs ou avec les athlètes. Fait que je pense sincèrement justement à bonifier cette partie-là de l'application parce que je pense que c'est les gens qui l'utilisent qui savent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent dans l'application. Puis c'est pour le côté athlète, ben c'est sûr qu'il peut personnaliser dans un sens parce que il y a une section favoris qui peut mettre ses exercices qu'il veut travailler, son programme d'exercice à lui. Fait que oui, ça peut se personnaliser, mais en général, tout le monde a accès pas mal au même contenu là, quand il achète l'application. OK. Et elle est disponible sur toutes les plateformes? Oui, sur Google Play, donc avec Android, puis sur le App Store pour les iPhones. OK, OK, OK. Donc ça, c'est excellent. On rentre dans un sujet d'actualité, la COVID-19. La COVID-19, donc, ça va, ça va impacter sur l'entraînement des athlètes, forcément. Et donc, en fait, la première chose que je voulais voir avec toi, c'est comment déjà, en fait, gérer cette période en termes d'entraînement, parce qu'on voit les jeunes sont tous sur Instagram, sont tous sur des réseaux sociaux. Et là, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais étant préparateur physique, je suis abonné à pas mal de pages de fitness, tout ça. Et toute la journée, on voit popper entraînement gratuit, workout avec un tel, workout avec un tel. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont certains essayer de prendre un peu tout ce qui passe. Comment tu vois un peu cette période? C'est quoi la délicatesse de cette période pour toi? Ben, je pense que ma plus grande peur avec la COVID-19, c'est que les gens deviennent vraiment inactifs et sédentaires. Et ça, c'est ma plus grande peur parce que moi, c'est le retour après que je trouve Fortnite. difficile. Fait que moi, c'est vraiment l'inactivité physique, justement, qui est mon plus gros pépin là, avec la COVID-19. Les entraînements qui sont offerts en ligne, c'est sûr que avec les athlètes que je connais plus, avec les programmes que je travaille, on a essayé de les outiller vraiment avec des bons programmes d'entraînement qui ont été faits par nous, par les coachs et tout ça, pour qu'ils puissent faire à la maison. Maintenant, si les athlètes n'ont pas accès nécessairement à des programmes d'entraînement et tout, je suis pas nécessairement contre le fait qu'ils essaient des entraînements qui sont donnés gratuitement par un préparateur physique X sur Instagram. Parce que j'aime mieux que l'athlète essaye de rester actif, qu'il essaye de garder de la force, qu'il s'entraîne, que un athlète, justement, qui est plus sédentaire, inactif, qui va avoir pas fait grand-chose, puis qui va avoir régressé, en fait, pendant la COVID-19. C'est sûr que oui, l'athlète qui va faire des programmes qui ont été faits par un peu n'importe qui, ça se peut qu'il y ait plus de risques de se blesser. Ça, c'est sûr et certain. Mais en même temps, j'aime mieux, justement, comme je disais, qu'il garde justement sa forme physique, qu'il garde la force et tout ça,
Puis peut-être qu'il va avoir des petits bobos, mais habituellement, avec l'entraînement maison, avec le matériel que les gens ont, c'est rare qu'ils vont se faire des grosses blessures en faisant ça. Faut écouter son corps quand même avec ça, là. Fait que voilà, c'est pas mal mon inquiétude face au COVID-19, mais je pense que c'est important que les gens restent actifs, là. Ça, c'est sûr et certain. En fait, c'est super intéressant parce que ça me rappelle une conférence que j'ai vue avec, c'est un chercheur français qui est à la base du système EOS, là, le scanner, Mm-hmm. et qui expliquait, puis je trouvais, il parlait de biomécanique, là, et il montrait justement que, bon, ben, il fallait que la préparation physique soit adaptée au type morphologique de l'athlète qu'on a en face, et il donnait des façons d'évaluer, tu sais, comment a été fait le bassin de la personne, Mm-hmm. où est placée la tête du fémur, tout ça. Mais il disait, c'est très difficile, mais il vantait son système EOS, il disait, c'est très difficile parce que l'athlète se déforme. Et il disait, le squelette, on parle beaucoup des tissus qui s'adaptent au sport. Il disait, mais selon lui, les tissus musculaires, euh, osseux, pardon, s'adaptent aussi. Donc, on va avoir des changements par rapport aux spécificités d'un sport. Et ma question, en fait, par rapport à ça, c'est est-ce qu'un athlète qui a l'habitude de faire des lay-ups main droite, des lay-ups main gauche, peut-être des squats, peut-être vraiment certains types d'exercices, s'il part dans un entraînement de type bootcamp, où on va lui demander des burpees, puis des mouvements en tout genre et qu'il n'a pas l'habitude de faire, est-ce que ça peut avoir un impact sur son corps? Ben, je pense que c'est un peu large de dire ça, tu sais, dans le sens qu'il va pas avoir, je pense pas qu'il va avoir des gros changements structurels à son corps s'il fait ce genre d'entraînement-là. Moi, dans le fond, ce qui me concerne le plus, c'est justement l'athlète qui en a jamais fait, puis qui va aller à fond la Ouais. première fois qu'il en fait, tu sais. Fait que je pense que le corps de l'athlète va très bien s'adapter, mais s'il le fait progressivement. Fait que c'est sûr que s'il part de, OK, moi, j'ai jamais fait de burpees, puis là, je m'en vais faire 150 burpees dans un entraînement, ben là, ça se peut que ça aille pas bien. Mais si il va progressivement, que justement, la première fois qu'il fait des burpees, il en fait 30, pas nécessairement de suite, avec des pauses, ben, je pense que ça va bien aller. Fait que ça, pour moi, c'est pas nécessairement une trop grosse inquiétude, mais c'est la règle d'or, c'est qu'il faut y aller progressivement. Faut pas partir de 0 à 100 en n'ayant pas passé par les étapes pour se rendre là. Et là, on en revient à dire, tu vas avoir le type B qui va se dire, le type 2 qui va se dire, OK, je vais regarder, il a dit de faire tant de burpees, je vais gérer. Et tu vas avoir le type 1A qui va se dire, il en a fait 150, il faut que j'en fasse 160. Ouais, Donc, c'est ça. c'est Là ça aussi, il va y avoir l'importance. un management. Ouais, c'est ça l'importance d'éduquer là, par rapport à ça, c'est à y aller progressivement. Là. Ouais. Alors, et par rapport à ça, justement, dans la continuité, ça va amener à quelque chose. Moi, je les vois ici, hein. Mes enfants, ils jouent au basketball. Et puis tous les jeunes, beaucoup de jeunes, je pense, c'est pareil. Mais pour eux, Covid-19 égale fermeture d'école, égale Fortnite, égale. Et c'est dur parce que moi-même, j'aime pas vraiment ces jeux-là, tout ça, mais c'est dur. Ça prend de leur faire la guerre toute la journée. Donc, on Ouais. est obligé de faire des petites concessions. Donc, les jeunes jouent beaucoup. Comme tu dis, il y en a certains qui vont pas être dans la demi-mesure. Ça va créer de l'inactivité. Et donc, comment est-ce qu'on gère le retour au jeu après la Covid-19, quand ça sera terminé? Fait que je pense qu'il y a deux côtés à voir pour le retour au jeu. Je pense qu'il y a le côté de l'athlète, puis il y a le côté de l'entraîneur. Fait que l'athlète, je pense que la chose qu'il peut faire pour faire un bon retour au jeu pour l'instant, c'est, j'ai déjà mentionné, être actif, continuer de s'entraîner, puis trouver des ressources justement pour l'aider à soit maintenir ses gains qu'il a eu pendant sa saison ou même s'améliorer parce que les gens peuvent continuer à s'améliorer en ce moment. Ça prend de la motivation, mais il y en a beaucoup qui vont être capables de justement faire des entraînements, de faire des entraînements de cardio aussi pour être capable de continuer à gagner de la force, etc. C'est sûr que si le jeune est inactif, évidemment, quand ça va recommencer, plus de chances de se blesser. Ça, c'est 100%. Si le jeune est actif, il va avoir beaucoup moins de chances de se blesser, puis tant qu'il progresse tranquillement pas vite, ça devrait quand même bien aller.
Maintenant, du côté de l'entraîneur, c'est sûr que moi, je vois beaucoup, j'entends beaucoup d'entraîneurs, je jase beaucoup avec des entraîneurs de ce temps-ci, puis ils sont tous en train de planifier justement le retour au jeu, le retour aux pratiques, quand ça va être le temps de le faire. Mon message aux entraîneurs, c'est au retour au jeu, honnêtement, allez-y progressivement parce que vous savez pas c'est quoi l'état physique de vos jeunes quand ça va être le moment de faire un retour au jeu. Puis si vous allez trop vite avec un trop gros volume, une trop grosse intensité, vous allez perdre beaucoup de jeunes en cours de route parce que physiquement, ils vont pas être capables de suivre. Fait que je sais que les coachs ont toujours les meilleures intentions, ils veulent vraiment faire ce qu'ils peuvent de mieux pour leur équipe, mais l'important, c'est quand vous recommencez doucement, parce que si vous voulez garder tous vos joueurs, ça va être la façon de faire justement pour éviter qu'ils se blessent en cours de route. Ouais, et je sais pas si tu vas me suivre là-dessus, mais c'est pire qu'une reprise de septembre. Parce qu'une reprise de septembre, ils sont allés dehors. Mm-hmm. Il y en a beaucoup, je dis pas tous, mais il y en a beaucoup. C'est dur de faire une généralité, mais il y en a beaucoup qui ont joué l'été. Il y en a Mm-hmm. beaucoup qui ont été actifs l'été, qui se sont entraînés. Et là, c'est pire parce qu'on est confiné. Exact. Donc, c'est beaucoup plus difficile de bouger ou quoi. Donc, il va falloir être encore plus rigoureux là-dessus quand on va reprendre. Exactement. Ensuite, on sort un petit peu du confinement. Prochaine question, c'est la récupération. Alors, c'est ça. On en parlait tout à l'heure, juste avant l'interview, et je te disais, moi, quand je suis arrivé ici, en fait, en France, on est structuré. Moi, j'ai joué principalement en France. Donc, la façon dont c'est structuré, c'est que tu vas avoir un match par semaine et au même moment. Ce qu'on voit souvent, c'est que, par exemple, la catégorie à l'époque minime qui va être U quelque chose, je sais pas, j'ai mal vieilli dans le basket. Donc, pour jouer telle catégorie, par exemple, le samedi à 15 heures, une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Mais la spécificité qu'on va avoir, par exemple, au Québec, c'est que tu es capable d'avoir souvent 2 matchs la même semaine et de ne pas en avoir pendant une semaine. Et des fois, en pleine saison, les tournois peuvent s'ajouter là-dedans. Donc, ça veut dire que des fois, certaines semaines, ils vont avoir un load très important en termes de matchs. Comment est-ce que tu gères la récupération dans ces périodes-là? J'ai pris l'exemple du Québec, mais ça peut être partout ailleurs parce que des fois, finalement, on va être dans des centres de formation, même en Europe, où on va s'entraîner tous les jours et on va jouer la fin de semaine. Donc, comment est-ce que tu gères la récupération au mieux? Ben, je pense que mon point principal pour la récupération, c'est vraiment le sommeil. Je pense que il faut que les athlètes dorment, il faut qu'ils dorment beaucoup, puis il faut qu'ils trouvent des routines justement pour être capables de bien dormir la nuit. Fait que ça implique plusieurs choses. C'est bon d'avoir une routine 1 heure avant le dodo justement pour bien préparer le corps au sommeil. Ça inclut lâcher les téléphones cellulaires Ouais. 1 à 2 heures avant de se coucher, que je sais que probablement 90% des gens font pas. Mais c'est super important. Puis par rapport aux blessures, c'est sûr que moi, ça m'intéresse beaucoup ce sujet-là, mais les gens qui dorment moins se blessent plus. Ils ont fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis les gens qui dorment moins performent moins bien aussi, puis ils ont fait des recherches là-dessus, spécifiquement au basket aussi. Fait que pour la récupération, mon point numéro 1, c'est vraiment le sommeil. Oui. Ensuite, c'est sûr que la nutrition, c'est important. Ce que tu mets dans ton corps, ça permet de mieux performer, de mieux récupérer. Ça, c'est officiel. Sinon, ben, c'est sûr que par rapport à chacun, je pense qu'il y a des petites routines qui peuvent être établies, mais pour tout ce qui est récupération, je pense que la récupération active, c'est important. Fait que, le lendemain d'un match, par exemple, ben, c'est pas de rester assis toute la journée pour se reposer. C'est correct d'aller prendre une bonne marche ou d'aller embarquer sur un vélo vraiment basse intensité en continu. Ça, c'est bien aussi pour faire circuler justement pour activer la récupération. Oui. Après ça, ben, ça dépend vraiment, je pense, de l'entraîneur aussi. C'est important de bien gérer le volume d'entraînement. C'est sûr que s'il y a 3 matchs dans une semaine, ben, les pratiques, en théorie, l'intensité devrait pas être très élevée pour les pratiques.
Fait que c'est d'aller chercher justement des intensités différentes, mais pas de tout le temps être à haute intensité tout le long. Il faut qu'il y ait vraiment justement une variation d'intensité pour pas que les jeunes se brûlent avec ça. Ouais, tu me rappelles d'ailleurs, Sébastien, la semaine dernière, disait, si vous devez penser à de gros protocoles de récupération, c'est que peut-être il faut vous questionner sur comment vous avez préparé vos athlètes avant. Donc, et tu as Exactement. dit un autre truc sur lequel je reviens, parce que je ne m'attendais pas à ça, puis vraiment, j'ai trouvé ça génial, c'est ça, là. Oui. Et même si c'est hors sujet, j'y ai pensé pendant que tu parlais. Les jeunes écoutent l'entraîneur. Il y a des études, Martin Dussault, tu connais, qui travaille là-dedans, citer des études qui placent l'entraîneur au-dessus du parent. C'est-à-dire que les jeunes écoutent l'entraîneur plus que le parent. Donc, si on arrive dans la préparation d'avant-match, si on, donc on est des exemples, quoi. Si on arrive dans la préparation d'avant-match, préparation d'avant-entraînement, et là je parle très vaste, pas seulement quand l'échauffement commence, mais quand l'activité de groupe commence. Si nous, les entraîneurs, on est là-dessus, ça va, il n'y a rien de compromettant. Si nous, les entraîneurs, on est là-dessus, ben, en fait, ils vont le faire parce qu'on le fait. Donc, la meilleure des choses, c'est de prendre le réflexe, hop, de ranger ça quand on commence les activités de groupe et de le ressortir quand on finit les activités de groupe parce qu'ils vont faire exactement tout ce qu'on fait et après on ne peut plus leur reprocher d'être tout le temps sur leur téléphone cellulaire et pendant qu'on est dans le vestiaire, qu'on fait le speech, ils sont comme ça. On ne peut pas leur reprocher. Non, non, c'est ça. C'est un exemple à donner. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire là-dessus. Finalement, on a vu ce qu'on voulait voir pour la réadaptation. Ouais, c'est ça. Oh oui, la question, quelque chose qui est très discuté en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait pendant la convalescence? Et on en parlait et je trouve ça très important de préciser. Que conseilles-tu pendant la convalescence? Est-ce que tu conseilles un arrêt complet? Je pense pas. Ou est-ce que tu conseilles une continuité de l'activité? Mais surtout, quel genre de continuité de l'activité si c'est ce que tu conseilles? Mais c'est sûr que ça dépend beaucoup de la blessure. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr que c'est une récupération ou un repos actif. Ça, c'est 100% certain. Je pense que c'est très, très vieux jeu de penser que maintenant, faut rien faire pendant sa convalescence jusqu'au retour au jeu. Ça, c'est certain. Puis, ça part même des premiers 24-48 heures après la blessure. C'est sûr que peut-être en période d'inflammation au début, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a tout le temps quelque chose à faire. Fait que c'est sûr que là, il faut être bien conseillé justement pour savoir, bon, mais qu'est-ce que moi je peux faire dépendant du stade de la blessure pour être le plus actif possible, puis pour éviter justement qu'il y ait trop de régression pendant la convalescence. Fait que c'est sûr que là, comme je te dis, c'est très individuel d'une personne à l'autre, d'une blessure à l'autre. Fait que c'est sûr que l'importance de la santé, mais ça peut inclure justement si la personne a une grosse entorse de cheville aiguë, ben il n'y a rien qui empêche qu'elle peut faire des abdominaux quand même, Oui, elle peut faire des fessiers quand même. oui, Justement, quand ça va un peu mieux, ben, déjà, rapidement, la personne peut commencer peut-être du vélo, oui. quelque chose comme ça. Même côté basket, quelqu'un qui n'est pas capable d'être debout peut faire du dribble assis, peut Oui. faire justement des lancers assis sur une chaise. Puis je vais toujours remercier mon ancienne coach, Linda Marquis. Je m'étais fracturé une cheville, je m'étais fait opérer et tout ça. Puis elle m'a dit, ben Elise, elle dit, assieds-toi sur la chaise, puis lance. Puis j'étais comme, OK. Fait que là, j'ai fait ça, mais ça a énormément aidé ma technique de lancer. Après ça, j'ai été vraiment meilleure dans tout ce qui est 3 points dans mes saisons qui ont suivi. Fait qu'il y a tellement de choses qu'un athlète peut faire quand il est en récupération. Il s'agit juste de savoir quoi puis d'être bien conseillé. Et on dit aussi que ça affaiblit les structures. Tu Qu'est-ce dis que tu veux dire? pas, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que quand tu reviens d'une blessure, ce que j'ai entendu du moins, c'est que quand tu reviens d'une blessure, quand tu es en convalescence, si tu fais rien pendant ta convalescence, alors que tu pourrais, par exemple, marcher sans déclencher de la douleur, sans aggraver la blessure, ce qui va se passer,
c'est que tes structures vont s'affaiblir, musculaires, osseuses, tout ça. Et finalement, quand tu reviens, tu es plus prône à la rechute. Ouais, ben ça, c'est sûr que oui, tu vas partir de plus loin. Puis quand on parle d'affaiblir, tu sais, moi, je pense à l'atrophie musculaire. Fait que justement, les muscles qui perdent de la force, qui perdent de l'endurance. Je Oui, parle de proprioception aussi. Fait que la capacité d'une articulation à réagir à des surfaces instables ou à des mouvements rapides, quelque chose comme ça. C'est sûr qu'en faisant rien, nos structures sont plus adaptées aux exigences que notre sport demande. Fait que oui, on peut dire affaiblir, mais je pense que ça va même plus loin que ça. C'est une perte de force, une perte de proprioception. Puis, même le cardio aussi, c'est important. Là. ouais. D'ailleurs, ça m'amène à une question supplémentaire. Il nous en reste pas beaucoup. Il nous reste exactement 3 questions, mais là, ça m'en rajoute une. Donc, en fait, tu viens d'évoquer la proprioception. Mhm. Pour toi, dans le basketball, on va parler souvent des surfaces stables et du travail sur surface instable au basketball. Donc, il y a les pros surfaces stables, les pros surfaces instables. Elle est où la vérité pour toi? C'est quoi qu'il faut favoriser? Vas-y. Ben, écoute, je pense pas que c'est une vérité absolue. Je pense qu'il va y avoir plusieurs opinions différentes, mais mon opinion personnelle, c'est que je pense que les deux surfaces, il faut travailler là-dessus. Puis, ça va dépendre de l'individu aussi. Si l'individu est très, très, très stable sur une surface stable, puis on essaye plusieurs mouvements autant à pied plat, sur le bout du pied, avec des sauts, puis il est super bon, mais pourquoi pas après ça travailler sur une surface instable? Puis l'inverse aussi s'applique. Fait que si quelqu'un, par exemple, dans une réadaptation de cheville, on faisait de l'équilibre sur un ballon, puis il est rendu super bon, puis il peut commencer à faire des choses sur une surface stable, pourquoi pas? T'sais, moi, je suis vraiment fan de travailler les deux, en fait. Je pense pas qu'il y en a un à prioriser versus l'autre. Je pense que ça dépend des besoins de l'athlète. Ok, d'accord. Donc, ensuite là-dessus, juste pour boucler, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux athlètes et aux entraîneurs en confinement, vraiment quelque chose qui pour toi serait important et qui pourrait faire un plus? Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure, mais par exemple, un petit détail qui pourrait faire une différence, par exemple, profitez-en pour solliciter votre corps, profitez-en pour prendre des marches, des choses comme ça. Ben, je pense que c'est en général, puis c'est très, très global, mais c'est juste de rester actif, là. Je pense que c'est sûr que moi, personnellement, je suis un peu quelqu'un qui est hyperactif, on peut dire. Fait que Oui, j'ai de la misère, justement, à rester assis. C'est que moi, c'est pas difficile pour moi de le faire, mais je sais qu'il y en a qui ont plus de difficultés. Si je peux donner un conseil, c'est vraiment de rester actif. Puis de penser aussi que oui, c'est normal en ce moment que les gens se sentent un peu mêlés, se sentent un peu stressés, anxieux, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire, c'est contrôler le moment présent, de contrôler votre journée d'aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce que vous allez retrouver votre terrain puis votre ballon de basket, ça, on le sait pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est rester actif aujourd'hui. Il y a plein de ressources qui existent pour justement aller faire du cardio, aller faire du renforcement. Il y a plusieurs ressources. Informez-vous, mais restez actif, c'est ça que vous pouvez faire. C'est mon gros conseil. ok. Alors, Élise, pour terminer cette entrevue, je sais que tu es pas mal active sur les réseaux sociaux. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? En fait, moi, j'ai une plateforme sur Instagram, puis j'ai une plateforme sur Facebook aussi. Sur Instagram, en un mot, c'est Pro Athlète Basketball. Puis sur Facebook, dans le fond, similaire aussi, mais Pro Athlète en majuscule, puis Basketball après. Puis là-dessus, justement, je parlais de informez-vous, trouver des ressources. Je mets énormément d'exercices là-dessus en ce moment, puis depuis l'an dernier, là, justement des exercices qui visent la prévention, la mobilité, les échauffements aussi, mais là, j'ai un peu passé ça de côté vu que ça s'applique un peu moins pour l'instant. Mais j'en ai plein des ressources là-dessus. Fait que, tu sais, autant comme entraîneur que comme athlète, vous pouvez aller suivre mes pages. Puis posez-moi des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Il y a déjà plein d'athlètes justement qui m'écrivent, qui me posent des questions. Puis je suis super contente que les gens s'intéressent à bouger, s'intéressent à avoir des exercices. Fait que je suis super contente d'aider les gens à travers mes plateformes Et aussi. tu as aussi des liens de démo pour ton application?
Oui, ben, c'est ça. J'ai pour mon application, en fait, n'importe qui peut le télécharger en ce moment gratuitement. Puis, sinon, gratuitement au début, c'est un preview dans le fond. Fait que c'est comme un OK. essai gratuit de 2 semaines. Puis, c'est sûr qu'il y a du contenu limité. Fait qu'ils vont voir un peu de tout, c'est qu'est-ce qui se retrouve dans l'application. Puis, c'est sûr que j'ai fait un concours le 2 semaines aussi là pour offrir mon application gratuitement pendant le confinement. Fait que ça, c'était bien aussi. Il y a énormément de personnes là, qui l'ont téléchargé, puis je pense qu'ils ont apprécié. Puis c'est sûr aussi que j'ai des écoles qui se sont abonnées, en fait. Ils ont abonné leurs athlètes pour le confinement, justement, parce que à cause des programmes d'exercice qu'il y a là-dessus, ben, c'est un outil super intéressant que les athlètes peuvent utiliser en ce moment à la maison pour continuer leur renforcement, puis aussi viser la prévention. OK, ben c'est parfait. Alors maintenant, on a toutes les informations. Il est temps de clôturer cette belle entrevue. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi et de t'interroger aujourd'hui. Ben, moi aussi. Ouais. Donc, nous, de toute façon, on reste en contact et on échange et on va sûrement se reparler dans les semaines ou dans les mois à venir. Good! Hey, merci beaucoup, Rémi! C'est moi qui te remercie. Et merci à tout le monde aussi d'avoir suivi cette capsule. Bye bye et à la semaine prochaine. Bye!